Les meneurs, épisode 21 / Kevin Garnett. Aujourd'hui, on accueille un autre ancien de la Ligue nationale de hockey, Cédric Desjardins. Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah. I just gotta go hard. I just gotta go hard. Hello, bon midi, mon Jean-François, comment est-ce qu'il va? Ça va top shape, mon frère. Bienvenue à toi et à nos auditeurs à cette 21e déjà. Clin d'œil à Kevin Garnett, qui est l'un de mes joueurs favoris ever au sein de la NBA. C'est pas compliqué, Kev. Garnett, Big Ticket, son surnom, top 3. Mais dans mon top 3, j'ai 4 joueurs. C'est drôle, hein? Parce qu'en première ligne, c'est Kobe Bryant / LeBron James. Après ça, c'est Sean Kemp. Puis après ça, c'est Big Ticket Kevin Garnett. Gagné un championnat en 2008. Gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques en 2000. Défensivement, c'est l'un des meilleurs de l'histoire de la NBA au niveau des rebonds. Puis au niveau de son statut défensif dans la NBA, quand il jouait, il était toujours au top. Fait que c'est un guerrier, un gars avec énormément de caractère, bouillant à l'occasion. Puis aujourd'hui, il continue d'être impliqué dans la NBA avec des podcasts et ces choses-là. Fait que c'est un gars que j'admire beaucoup. Clin d'œil, Kevin Garnett. Kev, avant de poursuivre, je m'ouvre encore une bière sans alcool. C'est important de la dire, sans alcool, que je vais boire avec toi. Microbrasserie La Souche. Simple de même, une rousse sans alcool. Cheers. Ben écoute, cheers. Moi, je vais me contenter de mon petit café habituel, un petit Nespresso ce midi. Mais je suis content qu'on ait fait un petit clin d'œil de basketball parce que même si on est des gars de hockey, faut pas l'oublier, on rappelle aux gens, on aime beaucoup le basketball, nous autres. T'sais, on se fie beaucoup à Kobe Bryant, LeBron James, beaucoup de grands leaders en général et non seulement dans le hockey. Fait que beau clin d'œil à Kevin Garnett, j'étais très content qu'on le prenne par exemple parce que, tu sais, honnêtement, il a fait partie d'une très grande équipe des Celtics là, début des années 2010 avec les, comme on en parlait avant de rentrer en ondes, Paul Pierce, Ray John Rondo, et pour ne nommer que ceux-là, Ray Allen notamment aussi. Fait que je suis content qu'on fasse un petit clin d'œil à Kevin Garnett ce midi. Puis là, après le show de Mike, là, on a remarqué une couple de commentaires, puis ça t'a inspiré apparemment un de tes segments aujourd'hui quant au donneur de leçons. Ouais, c'est venu me chercher parce qu'il y a un commentaire qui s'est glissé sous la publication du show avec Mike. Ça visait probablement nous trois, comme on disait de nous qu'on était des donneurs de leçons. J'ai bien de la misère avec ça, là, puis je suis content qu'on ait enlevé ce commentaire-là. Puis cette personne-là, elle a juste à pas nous écouter tout simplement. Parce que Kev, on n'est pas ici avec les meneurs pour donner des leçons. On est ici pour partager ce que l'on vit, puis comment on traverse l'adversité, puis on parle de leadership pour influencer les gens. Puis ceux qui n'adhèrent pas à notre discours ont juste à débrancher tout simplement. Parce que c'est pas un discours qu'on veut imposer aux gens. Nous, ce qu'on veut, c'est inspirer ceux et celles qui désirent être inspirés par quelque chose. C'est pour ça qu'on a créé les meneurs. On parle de cheminement personnel, on parle de guerrier, on parle de leader, on parle de sport, on parle de musique. C'est pour aller chercher du positivisme dans la vie d'aujourd'hui parce qu'il en manque bien souvent. Puis nous, notre but, c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça poche, ce commentaire-là, mais je suis tellement habitué d'avoir des commentaires de ce sorte-là au niveau de mon travail que, dans le fond, ça ne m'atteint pas, mais
je voulais rectifier les choses. Voir qu'on vient ici pour donner des leçons. Hey, on partage des choses de notre vie qu'on ne partagerait pas à nulle part ailleurs qu'ici. On vient dire les vraies choses, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. On se confie comme si on jasait avec un psychologue en se parlant entre toi et moi, là. C'est ça qu'on vient faire. Puis quand on parle de leadership, puis qu'on amène un dialogue vers des citations, ces choses-là, on veut juste inspirer celles et ceux qui veulent l'être, Kev, tout simplement. Ben oui, puis tu sais, on l'a dit au préalable, on n'est pas des gars qui détiennent la vérité absolue. Ça n'existe pas, la vérité absolue. Puis tu sais, au final, chaque personne a sa vision de la vie, chaque personne a sa définition de, tu sais, justement, de la vérité absolue. Chaque personne a sa vérité, au fait, là. Fait que, tu sais, si vous décidez de nous écouter, vous prenez ce que vous avez besoin, puis le reste, ben mettez-le à la poubelle si ça fait pas votre affaire, tu sais, tout simplement. Puis honnêtement, chaque visionnement, c'est un choix que quelqu'un fait, là, de regarder notre podcast ou bien de lire un de nos textes à la poche bleue qui plaît pas nécessairement, mettons, à monsieur et madame tout le monde. C'est un choix que l'on fait. On a le droit de ne pas être d'accord aussi avec ça. Mais de là de dire qu'on est des donneurs de leçons, on n'impose pas rien à personne, là. Non, exactement ça. Puis, faut que je le souligne, Kev. Puis, je le sais que tu as remarqué ça toi aussi, travaillant dans le même domaine que moi. On va sortir un texte sur le Canadien qui est positif. On va se faire dire qu'on est des licheux de cul, des fafanes. Ouais. On va sortir un texte qui est négatif. On va se faire ramasser aussi. C'est quoi qu'il faut faire? Tu sais, les gens veulent pas de positif. Quand il y en a trop, ça les fatigue. Puis s'il y a du négatif, ça les fatigue. Fait que c'est un peu bizarre de jongler que ça fait pas chaude-là, mais bon, ça fait partie du domaine. Nous, ce qu'on veut avec les meneurs, tout ça pour dire que ce qu'on veut avec les meneurs, c'est d'amener de la joie de vivre chez les êtres humains. Tu sais, il y a des gens qui vivent des choses, ils ont peur d'en parler, bien, on peut pousser ces gens-là justement à se confier, que ce soit à nous, que ce soit un meilleur ami, que ce soit un psychologue, peu importe. Ça amène des gens à grandir, à se confier, à stepper up leur game, à saisir des choses. Tu sais, c'est tout ça que les meneurs apportent, là. Puis c'est pour vrai, Kev, je pense que c'est le premier commentaire négatif qu'on reçoit, mine de rien. Ouais. Parce que jusqu'ici, on reçoit beaucoup de fleurs. Mais là, on a reçu un petit pot, puis je voulais le souligner. Puis les prochains petits pots, on va le souligner aussi parce que nous, ici, également, on dit les vraies choses. Ben absolument, absolument. Juste peut-être une petite parenthèse, checker ton micro parce que des fois, ça sort. Ah, pour vrai? Je te jure, il y a une couple de petites secondes, ça fait. C'est pas grave, ça fait partie de la game, puis tu sais, dans un enregistrement, ça peut arriver. Je pense que c'est plus l'Internet que le micro. Oh, la BTB, hein? L'Internet se rend pas? Ouais, mon ordinateur arrache aujourd'hui. Non, je taquine, là. J'ai rien contre les gens de l'Abitibi ou votre région. J'ai adoré, by the way, je suis allé la visiter il y a 2 ans. Un coin merveilleux en passant. Mais c'est ça, tu sais, au final, tu sais, justement, pour mettre en contexte, j'ai fait un texte. Parce que le Canadien est dans une bonne séquence en ce moment. C'est le fun, le club gagne dans la course aux séries. Puis j'ai fait un texte par rapport à des commentaires d'un journaliste qui avait évoqué la possibilité qu'Arbor Xhekaj quitte le Canadien de Montréal aux dépens de Jadon Struble, qui joue du meilleur hockey que lui en ce moment. Puis ça n'a pas fait l'affaire de beaucoup de gens. Puis tu sais, je comprends ça, mais tu sais, en même temps, ça fait partie de la game d'avoir... Tu sais, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de positifs, mais tu sais, je pense que ça fait partie de la game aussi d'avoir des textes un peu moins roses, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, au final, on a le droit d'être d'accord, de pas être d'accord, mais tout doit être fait dans le respect. Exactement, mon chum. On continue toujours d'entrée de jeu. Puis on va jaser des mamans parce que c'était la fête à Caroline hier, ta mère, qui a eu 55 ans, Liberté 55. Fait que tu veux nous parler de l'importance des mamans, selon moi? Ben, ça, honnêtement, il y a beaucoup de choses que je veux aborder, tu sais, je prendrai pas tout le temps du show, là, mais tu sais, il y a beaucoup de petits sujets que je voulais aborder, en fait, parce que, en fait, je voulais parler de Brendan Gallagher aussi. Tu sais, on a su, parce que là, on est jeudi, mais le show va sortir lundi prochain. Fait que la maman de Brendan Gallagher est décédée cette semaine, puis ça m'a particulièrement touché, honnêtement. Tu sais, Brendan Gallagher a vécu beaucoup d'émotions fortes dernièrement avec la naissance de sa petite fille, là, le décès de sa maman. Puis c'est venu me chercher parce que, tu sais, justement, je trouve ça important. Je trouve ça important de maman. Puis honnêtement, je trouve dans la société d'aujourd'hui, tu sais, même si nous autres, on le prône, je trouve que à l'extérieur, il manque encore faut leur dire à ces mamans-là qui font un bon travail, puis de leur dire qu'on les aime parce que une mère, t'en as juste une, tu sais. Puis, tu
tu sais, j'ai fait un petit message là, à ma mère sur Facebook, là, un petit message vidéo, ça est venu la toucher, puis tout ça. Puis je voulais aussi motiver, encourager les gens à appeler leur mère, puis leur dire, juste, tu sais, juste passer un petit coup de fil de 30 secondes. Hey maman, sais-tu quoi? Genre, je voulais juste prendre un petit couple de secondes de ma journée pour dire que je t'aime, puis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que, tu sais, puis tu sais, je rentrerai pas dans les détails, j'ai quelques-uns de mes amis, oui, quelques-uns, qui ont leur maman, a des enjeux ont des enjeux avec la santé actuellement, puis je leur envoie de l'amour, mes meilleurs vœux, en fait, mes prières à ces personnes-là. Parce que, tu sais, moi, maman, je suis chanceux, tu sais, elle a 55 ans, elle est en santé, elle prend soin d'elle. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis des fois, la vie peut être impitoyable, puis même si t'es la personne la plus en santé au monde, tu peux pogner un cancer d'un claquement de doigts comme ça, là. Fait que le message que j'essaie de divulguer, c'est que c'est important de dire aux gens qu'on les aime parce que la vie ne tient qu'à un fil. Honnêtement, ça peut s'arrêter, là. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Tu sais, même là, on est en train d'enregistrer, toi puis moi, là. On sait même pas, on peut même pas dire si on va avoir un 22e show. Il y a rien qui nous est promis dans la vie à part le moment présent. Fait que c'est ça le message que je veux partager, Jeff. Puis plein d'amour aux mamans. Continuez de faire votre bon travail. Vous êtes colossal dans notre vie. Yes, sir. Merci pour ce beau message véhiculé à l'endroit des mamans qu'on aime énormément. La mienne est plus âgée que la tienne un peu, mais parce que je suis plus âgé que toi aussi, un tantinet. Écoute, on arrive déjà au segment Chris de vrai, puis là, on va accueillir un deuxième ancien de la NHL qu'on avait hâte qu'il vienne en esti, puis il est prêt, Monsieur Cédric Desjardins. 2 passages au sein de l'organisation des Canadiens de Montréal. Salut, Céd. Oh, on a peut-être un petit problème technique. On n'entend pas Cédric. Vous entendez, Cédric? Oh, petit problème de micro, peut-être? Petit problème global. Hey, Kev. Oui. Je veux souligner aussi parce que tu as parlé de maman malade. Puis la mère à Brendan Gallagher qui est décédée malheureusement d'un cancer du cerveau. Ouais. Moi, je veux parler de papa. Si tu me le permets, en attendant que Cédric revienne. Faut que je parle de papa parce que mon père, âgé de 65 ans, a un cancer de la peau. Puis, il s'est fait opérer il y a à peu près 1 mois. Ils ont enlevé un morceau de peau de sa main, puis ils ont pris un morceau de peau de sa cuisse qu'ils ont greffé sur sa main. Fait que c'est venu me toucher particulièrement quand j'ai appris qu'il y avait un cancer de la peau. Écoute, il n'est pas près de l'article de la mort, là, parce que ça a été pris à temps. Puis on sait que les hommes blonds et ou roux aux yeux bleus, comme moi, sont assujettis à à attraper le cancer de la peau. Il faut faire attention, il faut se protéger. Fait que un clin d'œil à mon papa que j'aime énormément. Tu me fais penser à lui en parlant des mamans. Ah, sérieusement, faut. Tu sais, même moi, là, je suis en santé, je pourrais, tu sais, même si je suis fin vingtaine, je peux attraper un cancer demain matin, man. Ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est important de prendre soin de nous, tu sais, mettons, par exemple, le cancer de la peau. Si tu sais que tu as une peau sensible ou que tu vas au soleil à 40 degrés, mets de la crème solaire, tu sais, c'est des petits détails. Tout est dans les petits détails dans la vie, en fait. Autant dans le sport que dans la vie en général. Les petits détails sont importants. En plein ça, mon Kev. Cela dit, on réessaye avec Cédric. Prise 2. Yes, prise 2. Action! Yes. Ouf, on l'a échappé belle. Salut, messieurs. Salut, Céd. Ben écoute, merci d'être là ce midi. Comme on disait avant de rentrer en ondes, merci de prendre le temps. C'est considérer ton horaire chargé. On est vraiment très content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Puis je pense que je vous écoutais, puis vos sujets m'interpellent aussi. Puis comme je te dis, on est toute à notre manière, on essaie de faire une différence pour les gens, puis de partager ou de revenir de certains souvenirs. Je pense que c'est toujours un plaisir. Je pense pour apprécier qu'est-ce qu'on a vécu pour aussi transférer à d'autres. La nouvelle génération avec les garçons que j'ai 3 garçons en passant. Là. Donc c'est ça aussi. Kev, je vais amorcer le tout parce que tu es à la retraite depuis 19-20. Tu as joué dans la Ligue nord-américaine avec les Marquis de Jonquière.
mais tu as tout un cheminement, parce que là, je suis Hockey DB, OK? J'en savais pas mal à ton sujet, là, mais tu as gagné au sein de la LHJMQ, tu as gagné dans la East Coast avec les Cyclones de Cincinnati, 2 séjours avec le Canadien de Montréal, 6 matchs dans un uniforme du Lightning de Tampa Bay. Sacrament, tu as une belle feuille de route. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans cette feuille de route-là? Est-ce que tu penses que tu aurais pu aller plus loin ou tu sens que tu as vraiment fait tout ce que tu as pu faire, puis c'est comme un sentiment de devoir accompli, là? Je te dirais qu'en 2025, je peux te dire que j'ai un sentiment de devoir accompli. Mais c'est sûr que on peut toujours faire mieux. On peut toujours. J'aurais pu avoir une carrière dans une nationale plus longue. Puis, c'est des regrets. Une chose que j'aurais probablement aimé, c'est avoir joué en Europe. Honnêtement, là, ça, c'est peut-être une des choses que certains joueurs ont fait. Mais tu regardais tout mon probablement mon hockey DB, puis c'est déjà plus que moi sur moi-même, quasiment déjà, je regardais ça là, sur mes stats. Mais parce que je coach des catégories M11 en ce moment, puis une des choses que je leur ai expliqué, il dit là, vous voyez tout le crémage, tous les succès que j'ai eus, mais avant d'arriver là, j'ai perdu 14 fois en finale quand j'étais jeune dans le hockey mineur. Je peux te shit. dire que on avait, je viens du Bas-Saint-Laurent, puis on avait un beau groupe de jeunes, des bons coachs et tout. On avait juste pas. Mais le gardien de but, je recevais beaucoup de lancers, puis on se rendait, il manquait tout le temps un petit quelque chose. Puis je peux vous le dire que la première fois que j'ai gagné, que tu as goûté à la recette de gagner ou de réussir, là, puis ça peut être au hockey, ça peut être dans la vie, dans le business, n'importe quoi. Mm-hmm. C'est là que quand ça allait pas comme je voulais, mais je m'en revenais et je disais, hey, regarde, c'est gaz au bout, là, dans le sens que tu fonces, puis t'as pas de regrets. Mais c'est des analogies que je fais avec les gens, puis la meilleure anecdote pour revenir sur les 14 défaites, mon père riait de moi, il dit, t'es pas capable, t'es un choker, il dit, faut que tu sortes une grosse game en finale un moment donné, faut t'en voler une finale un moment donné. Puis il m'a dit, la journée qu'on avait gagné, c'était un tournoi à Saint-Jean-Port-Joli, dans le Bantam 2C. C'était ma dernière année dans le hockey mineur avant de tomber dans le midget 3. C'était vraiment, j'ai gagné mon premier tournoi. J'ai accordé 2 buts dans le tournoi. Puis mon père, il a dit, si tu gagnes un tournoi, je me rase la moustache. Il y a eu une moustache, je l'ai connu toujours avec une moustache. On a sorti le bic dans la chambre de hockey. On y a rasé la moustache. Il a jamais reporté une moustache depuis. Puis mes coéquipiers dans le temps s'en rappellent. Puis je te dirais que depuis ce temps-là, vrai, je sortais des gros matchs dans les finales où je m'organisais à en avoir des bons. Fallait briser la malédiction à un moment donné. Ouais, exact. Enlever le singe, là. Puis, mais, tu sais, tout ça pour dire, tu sais, ça prend cette adversité-là pour avancer plus loin, tu sais. Puis, c'est un peu ça qu'on voit avec les jeunes, puis le travail de tout ça. Puis, mais pour revenir à ma carrière en tant que telle, il y a eu des hauts, des bas. Puis, il y a des fois que j'avais le goût de tout mettre ça de côté. Hey, c'est assez, là. J'ai fait mon bout, c'est assez. Mais je pense que quand tu es sur le point de lâcher, des fois, tu es sur le point de réussir quelque chose d'extraordinaire aussi. Puis c'est souvent ça qui est arrivé. Ça a été ça dans mon junior, ça a été ça dans la Ligue East Coast, même chose dans la Ligue américaine. Donc, ben écoute, moi j'ai 2 questions. Tu parles de hockey junior justement, puis tu sais, tu as remporté un championnat avec l'Océanique de Rimouski avec qui tu as été là plusieurs saisons. Ouais. Mettons ton championnat, c'est-tu ton meilleur souvenir avec l'Océanique ou tu en as d'autres également? je te dirais que l'Océanique, c'est une organisation familiale. C'est vraiment, ça a été vraiment mon développement. Tu sais, on s'entend, là, vous avez tous passé vers là entre 16 et 19 ans. Là, c'est là qu'on cherche une identité, on cherche. Ils m'ont aidé à établir ça, honnêtement. Puis, une organisation qui. Mais, tu sais, encore là, avec du recul, c'est toujours facile à dire après, là. Mais l'année qu'on a gagné, là, l'année à mes 18 ans, j'étais deuxième gardien de but de Guillaume Lavallée qui avait une super belle saison à 20 ans. Mais mon année 19 ans, qui est supposée être ton année, que c'est là que tu performes avec Sidney Crosby et tout. Mais j'étais un mois sans jouer au mois de novembre. Puis parce que c'était Jean-Michel Fiatro qui est arrivé, puis gardien de but, honnêtement, là, vous savez, là, quand ça marche pas, l'équipe se cherche, on joue pas 500. C'est d'aller chercher un autre gardien de but. Mais après ça, cette séquence-là, mon plus beau souvenir, on a gagné 35 matchs de suite dans cette année-là pour finir la saison. On n'a pas perdu au mois de décembre,
jusqu'à la 3e ronde des séries. Puis, tu sais, le phénomène d'un rouleau compresseur, là, il n'y a pas personne qui voulait nous affronter. Puis, tant notre offensive que défensivement, on avait placé tout le monde à la bonne place. Puis, avec Doris Labonté qui était tu sais, un leader à sa façon, puis qui était capable de ressortir le meilleur de tout le monde. Puis, ça a été ça, je te dirais, mon souvenir, c'est l'effet de groupe, la gang qu'on était. De bâtir ça sur 2-3 ans. Tu sais, contrairement surtout dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, c'est le même groupe qui suit, mais dans le junior, là, c'était le même groupe qui s'est suivi, qu'on a bâti à travers les années une équipe gagnante aussi. Donc, ça a été pas mal ça. Puis Puis écoute, tu l'année, parles. Non, vas-y. En fait, je voulais juste faire un petit peu de minage là-dessus, puis après, je te laisse la parole, Ouais. Jeff. C'est juste pour savoir, parce que tu as parlé de Sidney Crosby. Nous autres, on l'adore, Sidney Crosby. Jeff puis moi, tu sais, c'est un grand, grand leader, mais tu sais, tu l'as Ouais. côtoyé. Est-ce que tu pouvais savoir 20 ans au préalable qu'il allait devenir le leader qu'il est aujourd'hui avec toute la carrière qu'il a eue? J'imagine que oui, tout le monde en a parlé en bien et tout ça. Mais toi, tu l'as côtoyé sur le day-to-day. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience avec Sidney Crosby? Je peux vous dire qu'il avait 16 ans, puis c'était un leader de jeune né. Tu sais, je vais te dire les vraies affaires, là. J'étais pas un bon gardien de but dans les pratiques, OK, quand j'étais jeune. Là. Il a fallu que je le développe. Puis honnêtement, mais lui, il arrivait à 16 ans, puis il me shotait ça entre les jambes. Tu sais, je sais pas, j'ai fait une pratique de hockey, là. Et il est 9 h le matin, je me réchauffe, je suis pas trop dedans, nanana, une journée. Lui, il prenait tout le temps son meilleur lancer contre moi, puis il venait me voir, puis il venait en maudit. Il disait, hey, force-toi donc à chaque lancer. Mais il m'a comme instauré une éthique de travail que lui avait déjà de chaque lancer est important, même dans la pratique. Puis là, à un moment donné aussi, cette année-là, ma première année, où j'étais 18 ans, j'étais comme deuxième gardien. Veux-tu te dire, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec lui en one-on-one, ou des fois, il y avait d'autres joueurs, mais je passais du temps avec, là. Puis toutes ces trick moves, là, que vous voyez, là, il les a tous essayés, là, contre moi, là, puis des spinoramas en breakaway, des spinoramas, puis tu sais, j'étais un bon cobaye, mettons, puis j'ai embarqué là-dedans, j'étais un compétiteur, puis j'avais du fun. Puis au début, il m'en scorait pas mal. À la fin de sa deuxième année, je connaissais ses trucs. Puis j'étais capable de le faire fâcher une couple de fois, puis je l'arrêtais souvent. Mais au début, je l'ai appris à mes dépens. Puis c'est un gars avant-gardiste qui il prenait soin de lui. Il regardait qu'est-ce qu'il mangeait, son couvre-feu. Il était il était bien entouré avec son agent, son père, puis c'est sa famille. Mais il était très avant-gardiste. C'était pas un gars qui il s'entraînait, il a des gros jambons. C'était énorme. Puis à 16 ans, il était plus vite que tout le monde. C'est un livre de 19-20 ans, mais il allait plus vite que tout le monde. Puis les gars, ils essaient de le piner dans le coin de la bande, puis il sortait toujours de la rondelle. Vous allez voir ses highlights dans le junior, il faisait qu'est-ce qu'il voulait dans le coin. Là. Les gars essayaient de le frapper, puis il sortait avec plus de vitesse à cause qu'il utilisait l'énergie du gars. C'est des joueurs légendaires qui ont réinventé le sport, puis il en fait partie. Et je peux vous le dire qu'à 16-17 ans, il le fait aussi. Puis j'ai été chanceux d'être un témoin. Notre gang au complet a été chanceux, puis les partisans aussi du Ligue junior majeure du Québec ont été chanceux de le voir dans le day-to-day. ouais, mais puis ma question, c'était la même que toi, Kev. Fait que Ah. j'en ai un autre. Ouais, vas-y. Mais j'ai une bonne anecdote, par exemple. Lequel de vous deux qui vient de l'Abitibi? C'est Jeff. moi. C'est toi, Jeff. Mais regarde, une bonne. Les deux seuls matchs que j'ai joué mon junior avec Sidney Crosby, que c'était pas sold out, là, c'était en Abitibi, puis c'était les 2 premiers matchs de sa carrière parce que c'était le temps de la chasse. Puis je m'en rappelle de ça. Puis le premier match, c'était à Rouen. Puis je sais pas si t'étais là, mais on en parlait justement là dernièrement. Puis on perdait de 3-0, je pense, après 2 périodes, son premier match. Puis les gens dans les estrades à Rouen, ils étaient très partisans. Puis un futur flop, tu réussiras pas, puis tout ça. Puis même moi, j'étais le deuxième gardien de cette game-là. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui, tu sais, dans le sens, laissez-y le temps, il est encore jeune, tu sais. Mais tout ça pour dire que il a fini avec 3 buts, une passe, puis on a gagné le match de 4-3, ce premier match-là. Puis il a dit, OK, là, on a un gars spécial ici, là. C'est un vrai, là. Effectivement, j'étais là au premier match de Sidney Crosby dans le temps de la chasse. C'est ça, exact. Mais après ça, on a joué sold out pendant 2 ans de temps. Puis honnêtement, c'est dans les beaux souvenirs qu'on a pu voir. Là, les arénas étaient pleines partout, là, sincèrement.
Ouais, ça a été incroyable son passage dans LHJMQ. Puis je vais continuer sur Crosby parce qu'on se questionne beaucoup sur lui. L'as-tu déjà vu boire une bière? J'ai vu ça, j'étais présent à notre, comment on appelle ça, Rookie Party, là, Ouais. le premier, le party des recrues. Donc, il a bu une bière, elle était chaude parce que c'était tous les. Et je faisais partie des recrues avec lui. Puis il y avait un beau Ah. petit déguisement. Puis l'organisation était très, très nerveuse, mais les vétérans ont bien fait ça. Puis il a été le premier à aller se coucher. Puis je pense que c'était pour les biens de. Il n'y avait pas l'âge, donc c'était pour les biens de tout le monde qui c'était le premier à aller se coucher. Mais oui, mais non, c'est pas quelqu'un qui buvait beaucoup. Puis, mais il aimait ça avoir du bon temps, c'est juste qu'il buvait pas. Tu comprends? Je veux dire, OK. il aimait Ouais. ça avoir du bon temps. C'était un des boys, puis je dirais qu'on avait 3-4 des joueurs des Maritimes qui compensaient pour la boisson que lui buvait pas. Ah, c'est Fait bon. que, il y avait un équilibre à ce niveau-là. Ben, il s'était fait stouler par, je me souviens plus c'était qui, mais tu sais, il avait été fêté avec Nathan McKinnon quand l'Avalanche avait gagné la coupe. Justement, ça avait l'air qu'il avait fêté fort, mais tu sais, on peut se douter que c'est pas quelque chose qui revient régulièrement, là. Mais j'avais Non, une autre exact. question, Vas-y. face à ton parcours junior, parce que tu sais, moi, je suis les remparts de Québec depuis longtemps. Ouais. T'as fait 1 an à Québec, justement. Puis, tu sais, on s'entend, ça fait quand même longtemps, ça fait pas loin de 20 ans de ça, mais c'est quoi ton expérience avec Patrick Roy? Parce que je pense que l'entraîneur a été limogé en début de saison. Roy est arrivé, vous avez une fiche gagnante. C'était comment de se faire diriger par Patrick Roy? Ah, regarde, c'était une belle année, honnêtement. Là, puis, tu sais, je pense qu'il faut que je revienne au début, comment ça a commencé aussi. Là, c'était au camp d'entraînement. Tu sais, je n'étais pas un joueur repêché, donc, tu sais, comme toute personne, j'étais ambitieux. Je voulais, tu sais, je voyais quelques chums avoir des camps professionnels. Moi, je n'avais pas eu à 19 ans. Fait que là, je me disais, hey, je viens d'avoir une solide année de 19 ans, du moins une belle fin d'année. Fait que là, je me dis, hey, j'aimerais ça, Rimouski tombait en mode reconstruction. J'aimerais ça avoir une deuxième chance de me prouver et d'avoir une équipe compétitive à 20 ans. Je pense que c'est une demande légitime. Je pensais aller à Moncton parce que Moncton avait le tournoi. J'étais un gars originaire du Nouveau-Brunswick. Ma famille vient du Nouveau-Brunswick. Puis le fit était bon, tout. Puis ils nous ont répondu, puis tu sais, on s'entend en tant que joueur, t'as pas bien le choix, là. C'est pas toi qui décides, là, en passant, là. Mais tout ça pour dire, ils répondent, non, on va y aller avec nos 2 jeunes gardiens. Il n'y avait pas de place pour un gardien de but vétéran de 20 ans à Moncton. Mais une semaine plus tard, j'ai dit, regarde, je vais commencer mon année à Rimouski, je vais aller à l'école à Rimouski, je vais finir mon parcours, puis on verra au fait qu'est-ce qui va arriver. Je reçois un appel d'un certain à l'époque, c'est Donald Dufresne qui m'a dit, tu reçois un appel, puis je m'en vais dans la chambre, puis après la pratique, puis c'est Patrick Roy qui m'appelle, tu sais, puis il m'appelle, puis tu sais, pour donner en perspective, j'étais un fan de l'Avalanche, des Nordiques dans le temps, puis mon mur était tapissé de Patrick Roy dans ma chambre, tu sais. Puis tu reçois un appel de lui, il dit, hey, on aurait besoin d'un bon gardien, on a besoin de toi chez nous, puis tout ça pour dire, t'es notre homme de confiance. Il dit, hey, ça serait plutôt moi qui devrais te dire ça, dans le sens que c'est moi qui bâtirais une équipe, c'est toi que j'appellerais, tu sais. Fait que, sur le coup, là, j'ai dit, qu'est-ce qui vient de se passer là? Fait que là, je venais d'être échangé, tu sais, c'était première expérience pour moi. Puis que le lendemain, j'arrive à Québec, puis premier topo, c'est l'homme de confiance à serré. Puis je pense pas longtemps, c'est je vais vivre ou mourir avec mon gardien de but. Tu sais. Puis il y avait quand même Maxime Joyal qui avait eu des bonnes saisons les 2 années passées aussi. Fait que, mais là, il s'était fait échanger. Puis en gros, Patrick m'avait carrément donné les rênes de l'équipe en tant pour son gardien de but. Que non le moindre. T'sais. Mais il y a eu des hauts, des bas. Puis je pense qu'au final, on a eu une belle saison, honnêtement. Puis on a eu des belles séquences. Puis rendu dans les séries, on a perdu le premier match contre Val d'Or. Puis après la suite, ça a été comme des grosses séries là, pour se rendre, pour pas en finale contre Moncton, mais on prendre notre revanche par la suite comme équipe repêchée, si on aime mieux là, pour la Coupe Memorial.
Ouais, puis cette année-là, encore une fois, tu as joué Crosby avec l'Océanique. Là, tu te retrouves avec Alexander Radulov. Ça aussi, c'était un asti chaud là, dans le temps qu'il jouait dans le Q, là, Radulov. Son éthique de travail, ça devait être différent de celle de Crosby, j'imagine. Et pour vrai, oui, parce que c'est pas le même type de joueur, mais c'est un passionné, c'est un intense, c'est un gars qui est, il aimait ça avoir la POC, sa palette, que ce soit dans les pratiques, l'avoir dans les games. Il était tout le temps là à picoter tout le temps. On s'entend, c'est pas le même type de joueur. Mais Radula, je peux te le dire, la première fois que je suis arrivé sur la glace contre lui, j'ai dit, viens, veux-tu faire un concours d'échappée? Moi, j'arrivais, j'étais confiant. J'avais vu des bons joueurs les années passées à Rimouski. Puis, quand ça fait 3 ans que tu es dans la ligue, tu te dis, regarde, tu m'auras pas. Je peux te le dire, là, il m'a carrément empistété pendant 10 lancés. Je n'ai pas arrêté une. Je n'ai pas arrêté une. C'est incroyable. Il y a des mains magiques. Puis, dès que je pensais qu'elle allait d'un bord, il allait de l'autre. Dès que je pensais qu'elle allait shotter, il faisait une feinte. Honnêtement, il a un talent. J'ai pas vu des joueurs avoir des mains magiques comme lui, beaucoup. Là. C'est des joueurs qui ont un talent qui leur déborde des oreilles, puis un excellent lancer aussi. Puis, regarde, il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Patrick, il a gagné avec des joueurs de ce type-là. Il l'avait pris sous son aile, puis il l'a gardé. Avoir un contrôle militaire, il l'a gardé, il s'est mis de chum avec. Puis, tu sais, en gros, il fumait une cigarette les deux ensemble sur la route ou dans la chambre, tu sais, de façon de parler. Mais c'est le même qui ont, il est allé chercher ses 100 quelques points, là, je me rappelle plus le chiffre exact, là, et puis il est allé chercher des gros points, dont la finale aussi, là, Coupe Memorial. Mais c'était, non, alors c'est, comment je pourrais dire, les deux avaient pas le même type de vie ou les mêmes, les petits détails étaient différents. Là. Il y en a un qui avait besoin de s'amuser, l'autre avait besoin d'être rigoureux un peu plus. C'est un gars très émotif, Radulov. On l'a vu à Montréal, justement, on l'a vu de près, tu sais, dans l'uniforme du Canadien. Puis ce gars-là, c'est un des rares joueurs que j'ai vu qui est aussi bon sur le forehand que sur le backhand. C'est incroyable. Surtout en fusillade, là, justement, tu parlais de tes 10 échappés. Il a dû t'en faire une coupe de backhand à ce moment-là. Exact. C'est le backhand, puis c'est fou, là. Les mains allaient vite, puis je veux dire, il attendait juste que tu bouges un cil. Il était déjà parti l'autre bord. Puis au début, tu sais, j'ai appris à le connaître, mais au début, là, c'est ça. Mais regarde, c'est un talent incroyable. C'est d'ailleurs qu'il n'a pas pu, sincèrement, là, il a un talent d'être en Hall of Fame de la Ligue nationale. La seule chose, c'est que je trouve qu'il n'a jamais été capable de se prendre soin de lui-même puis d'évoluer. C'est encore un gamin. Là, c'est encore un gamin à 24-25 ans. Là, en gros, mais c'est un chic type. Puis j'ai toujours eu du fun. Puis c'était Radu. Yes. Radu, mais Radu, ça marque ça, Radu, ça m'a marqué, c'est-à-dire, on va se rapprocher, Kev, de la Ligue américaine, ces choses-là, parce que Calic, il y a du stock avec Ced, il aurait fallu faire un double show. Regarde, on peut se trouver du temps, il n'y a pas de problème. Yes. Ouais, puis là, tu n'as pas été drafté. Tu as signé au sein d'une équipe. Ça s'est passé comment pour toi avec ton agent et tout ça? Ça a-tu été bien compliqué ou ça s'est bien passé pour toi? Je te dirais que je suis tombé dans la réalité des gardiens de but. Là, et il y a 60 jobs dans la Ligue nationale. Là, maintenant, il y en a 64. Tu rajoutes ça dans la Ligue américaine. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Donc, gardien de but, puis il a fallu, après mes 2 années juniors, j'étais allé faire le camp des Blackhawks de Chicago. Ils voulaient me donner un contrat de la Ligue East Coast. En fin de compte, une semaine plus tard, Montréal m'a donné un contrat de la Ligue américaine 2 ans. Puis, ça m'a permis, je pensais aller jouer dans la Ligue américaine, mais en fin de compte, j'ai joué ces 2 années-là dans la Ligue East Coast. Première année, fait le match des étoiles. Je vais peut-être me jouer ma deuxième année. Non, ça a pris c'est problème technique, je pense.
Oh, surveille, ça marche-tu? Ah, on entend un cliquement. Ouais, cliquement. On t'entend, mais ça coupe beaucoup. OK. Hey, moi, j'aime ça, Kev, en esti, cette discussion-là, man. Puis en plus, on va avoir un blooper avec Cédric Desjardins lui-même. Hey, by the way, ma blonde me questionnait pourquoi je regarde souvent comme par là. C'est parce que Moi mon aussi, ordi je me demandais. Ouais, mais c'est parce que mon ordi est là. Puis je gère le studio en même temps. Fait qu'il faut que je jette un coup d'œil dans le studio, savoir si tout roule bien. Tu comprends? Fait que Oui, c'est pour bien ça sûr. que j'ai comme les yeux là, tu sais, je watch le set s'il va revenir pour pouvoir le rajouter dans la Ah oui, discussion. il Mais faut. bref, jusqu'ici, on a appris on a appris. Tu sais, sur Sidney Crosby, c'est toujours le fun des anecdotes à son sujet. Puis on a compris que Radu était un chic type, mais quelqu'un qui aimait festoyer un peu plus que Sidney Crosby. Je réessaye, Cédric. Yes, hey, désolé, j'ai changé de décor un peu. Là. Ah, Oh c'est yes, parfait. he's back. Yes, désolé. Pas de Des choses problème. qui arrivent. Ben Yes. oui. Ouais, fait que là, exact, là, je revenais dans la Ligue East Coast. Et tu sais, c'est un peu ça, gardien de but. Tu es à une blessure, un échange d'être quasiment dans la Ligue américaine, Ligue nationale. Puis c'est un peu ça que j'ai, la dure réalité que j'ai fallu que j'apprenne. C'est ma deuxième année dans East Coast, je jouais avec David Dernay. Puis les deux, on voulait pas aller dans East Coast. On était des superstars dans le junior majeur à aller à une arena qui a 500 personnes. Je te dirais que le clash était là, était important. Puis, il n'y avait pas les Lions de Trois-Rivières, donc il fallait que tu ailles un petit peu plus loin. Puis, tout ça pour dire, on a eu une année phénoménale là, dans East Coast. Là. David a fini premier compteur des premiers compteurs de la Ligue. Puis moi, personnellement, je pense que j'avais une moyenne de 1,7. Puis on a fini l'année à 72 victoires, 19 défaites. C'était capoté. Fait que là, on a dit, garde, là, on vous donne pas le choix, vous n'avez pas le choix de monter dans la Ligue américaine. Puis c'est un peu ça. Donc, j'ai joué après ça 8 ans dans la Ligue américaine, après ces 2 années-là dans East Coast. Puis encore là, ça a été des belles années. Là, ça a été la même procédure dans la Ligue américaine. Je tombe deuxième en arrière de Marc Denis au début, qui est un chic type, qui a été un excellent mentor pour ma part. Puis après ça, c'était de faire sa voix. Puis en tant que gardien de but, fallait que je me prouve. Puis je sois dans les meilleurs de la Ligue américaine pour avoir une chance de jouer dans la Ligue nationale. Puis ça a pris un échange à Tampa Bay pour avoir cette chance-là. Puis ma chance a été à 25 ans. Veux pas quand je pense que je l'ai mentionné au début, c'est quand tu penses que tu as le goût de tout lâcher ou ça n'arrivera jamais de jouer dans la Ligue nationale, mais à 25 ans, je me dis, je vais peut-être être un gardien de but de la Ligue américaine pour le restant de ma carrière. Mais j'ai eu ma chance. Puis c'est de battre le Canadien, battre les Rangers. Donc, ça a été ça ma chance que j'ai eue. Puis c'était dans le temps des fêtes où je m'attendais d'aller voir ma famille et tout. Mais je me suis retrouvé à avoir un temps des fêtes en Floride, sous les palmiers, puis d'affronter deux équipes Original Six là, en partant dans ma carrière de la Ligue nationale. Donc, puis d'avoir du succès aussi. Là, quand même eu la première étoile, troisième étoile, ces 2 matchs-là. Puis, je pense que c'était Guy Boucher qui était le coach. Puis, une des choses, il me connaissait, il m'avait coaché dans le junior majeur, il m'avait coaché dans la Ligue américaine. Puis, c'est parler de leader puis de personne. Guy, c'est une personne intense, une personne qui était capable d'avoir le meilleur de moi, qui m'a toujours soutenu. Puis, l'affaire, c'est Guy, il a, ma première game là, que je goalais, il m'avait dit là, une semaine, prépare-toi, ça se peut que tu goals, mais je te dirai pas quand, je sais pas quand encore. Mais il a attendu la journée même pour me dire, hey, tu goals la soir. Parce qu'il savait très bien que s'il me l'annonçait la veille, j'allais avoir une nuit ordinaire, mettons. Donc, Une nuit de marde. on va se le dire, c'est ça. En fin de compte, j'ai eu, puis je me rappelle, c'était Renaud Lavoie qui était là, puis il m'avait demandé si tu goal la soir, puis j'avais comme dit non, puis il avait pas aimé ça, mais j'avais comme dit, tu sais, je voulais pas avoir tout le spotlight le matin, puis je voulais jouer de la game que Guy voulait me dire. Fait que là, dans moi, mon focus, c'est d'arriver prêt pour la première période. Donc, j'avais carrément
Et à part ma famille qui le savait, il n'y a pas personne qui le savait. Là, à un moment donné, ça s'est peut-être ébruité, puis ça fait que tout le monde a regardé ça, c'était dans le temps de Noël, puis le temps que les gens, Canadiens de Montréal contre Tampa, les classiques, du temps des fêtes, puis je pense que ça a été tout qu'un moment, puis premier shot, ça va être toute ta vie pour ça, premier shot, Pacioretty arrive sur le bord de l'aile, lance ça, un lanceur de dingue, pogne le patin de mon défenseur, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais rien à faire, c'était un but malchanceux, t'envoies des rondelles au filet. Mais c'est quoi? La pression a tombé. Puis c'est toute l'expérience que j'ai eue avant, mais j'ai pas paniqué. Puis on a gagné 4-1 ce match-là. Mais ce premier but-là m'a fait tomber la pression. Puis hey, joue ta game. Puis regarde, c'est ton rêve d'être là. Puis profite-en au maximum. Puis c'est un peu ça qu'il faut vivre aussi. Là, des embûches qui permettent justement de passer à travers, de vivre des moments comme ça. Puis ça a été ça mon moment. Puis je l'échangerais pour rien au monde, pour vrai. Là, toutes les rides d'autobus ou toutes les fois tu te fais dire non, tu te fais dire ah c'est pas ton tour ou redescends ou les coupures de se faire couper ou toutes les embûches. Mais regarde, ce moment-là, il en valait la peine. Ben écoute, battre le Canadien de Montréal à ton premier match dans la Ligue nationale, c'est tout un souvenir, c'est emblématique honnêtement. Puis tu sais, justement, tu as été dans l'organisation du Lightning pendant quelques temps. Nous autres, on a un leader qu'on connaît ici à Montréal, puis que tu as côtoyé assurément, ça a été ton coéquipier, Martin Saint-Louis. Nous autres, on le considère comme un leader ultime. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son leadership à Martin? Ah, il est là, honnêtement, dans les leaders, j'appelle ça le légendaire, là, les next level, là. Quand je suis arrivé à Tampa, puis Vincent, deux titres, Oh, encore, désolé, Colin, vous m'entendez? Oui, recommence ça. Oui, exact. Tu arrives à Tampa, tu as deux leaders, deux visages. Tu as le Cavalier, tu as Martin Saint-Louis. Le Cavalier, c'est plus la prestance, c'est plus avec son jeu. Puis tu as Martin Saint-Louis, boule d'énergie, un gars qui a trimé dur, qui amène la drive. Puis, la question que je me fais demander, souvent, c'est, oui, il n'a pas l'expérience de coaching, mais je peux te le dire, il a passé ses 10 dernières années à coacher les joueurs. Il m'a pris sur son aile. Je passais du temps, là, un peu comme Sidney Crosby, là, à la fin de la pratique. Il passait du temps, il essayait ses moves, il essayait de m'améliorer, mais lui, il essayait de s'améliorer aussi. Puis il en voulait tout le temps plus. Puis vous le connaissez, puis il a une touche d'humour. C'est un gars qui a un bon fond. Je pense qu'au final, là, on le regarde aller. Je trouve qu'il a un bon fond. Il prend soin de ses joueurs comme si c'était ses propres enfants. Puis c'est une tête de hockey. Il met l'équipe, il met son vouloir au détriment que lui, ça roule pas tout le temps comme qu'il veut, mais il est prêt à tout faire pour réussir à gagner. Un peu, on parlait de Patrick Roy, c'est la même chose. C'est des gars qui sont prêts de tout faire. Ils connaissent la recette pour mettre d'avant une équipe pour qu'elle réussisse. C'est un peu ça que Martin Saint-Louis. Puis, ils sont le fun. Honnêtement, ces équipes-là, depuis 2 ans, il y a des hauts et des bas, mais ils sont le fun à regarder. Puis, ben oui, ça travaille. Ça travaille. Puis, oui, il y a des erreurs, mais au final, les gars, ils essayent des jeux. Puis, ils grandissent au travers de ça. Puis, je pense que c'est des passages obligés qu'ils ont en ce moment. Puis, je pense que Martin, il amène une énergie, puis il amène une vibe là, qui me fait aimer le hockey, regarder la télévision, honnêtement. Là. Aussi. Puis, moi, je vais poursuivre, là, Kev. J'aimerais savoir, dans tout ton parcours dans East Coast, là, dans la Ligue américaine, tu as joué 6 matchs dans le show. C'est quoi qui a fait en sorte que là, tu as tiré sa plug à un moment donné, en 2016, je crois? Ouais. Je pense que c'est là que tu as tiré sa plug. T'étais-tu dans un creux? Comment ça se passait pour toi à ce moment-là? Yes, regarde, honnêtement, ça a été probablement une période la plus difficile, là, la transition et tout. En gros, c'est le 26 décembre 2014, je jouais un match, le Boxing Day, pas de pratique, tu arrives, un match le soir.
Premier match arrive, je me blesse. Il y a un de mes défenseurs qui m'a tombé dessus, puis genou, ACL, MCL, tout. Puis pour un gardien de but, je ne veux pas faire un parallèle boiteux, là, mais Carey Price a un peu vécu, puis j'ai vécu un peu. C'est très difficile, une blessure au genou pour un gardien de but. Puis ça m'a pris 12 mois à revenir. Puis je suis pas venu au niveau. Honnêtement, là, je vais te dire, là, j'étais capable de jouer, mais je n'étais plus capable de pratiquer le lendemain. Donc, je pouvais jouer. Il a fallu que je mette dans ma convention là, que je peux jouer un match, je prends une journée de congé, je rejoue. Honnêtement, l'opération s'est mal déroulée. Donc là, j'ai essayé d'autant plus de revenir au jeu. Ça a été très difficile. Puis honnêtement, l'organisation des Marquis de Jonquière m'ont donné une chance en 2017 de revenir. Puis de retrouver le plaisir de jouer aussi. Tu sais, veux pas des fois dans la Ligue américaine, tu viens intense et tout, ça devient un travail au lieu d'un plaisir. Puis je suis revenu, justement, je pouvais jouer 1 ou 2 matchs par semaine. Puis mon corps m'a permis de le faire. Puis ça m'a permis de retourner aux études, puis de carrément me trouver un plan B, de faire une transition. Puis honnêtement, ça n'a pas changé beaucoup. Les joueurs, ça prend 2-3 ans à faire une transition dans une vie. J'ai appelé ça une vie normale. Puis ça a été ça. Ça m'a pris 2-3 ans de me retrouver. Puis honnêtement, je ne reviendrai pas en arrière parce que, comme je dirais certains, un des chums qui dit, c'est gaz au bout. C'est ce que j'avais les années que je l'ai vécu. C'est de part de regret que tu y vas à fond jusqu'au bout. Puis je peux te dire qu'en 2016, quand j'ai tiré, j'ai le sentiment, j'ai tiré l'élastique au max, puis mon corps ne me le permettait plus. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Puis regarde, honnêtement, présentement, mais je joue plus. Mais je suis à l'aréna peut-être 8 ou 9 fois par semaine avec des garçons que je coach. Puis ma passion est toujours là. Puis j'ai grandi dans les arénas, dans le sport aussi. Là. Vous parlez de basketball, moi j'étais plus baseball, hockey, golf aussi. Puis c'est un peu ça qui m'a permis de grandir là-dedans au travers du sport. Puis c'est ce qui fait qu'on est des passionnés. Et un peu comme vous autres aussi, on aime ça en discuter. Ben oui, certainement. Puis tu sais, justement, Cédric, tu étais un gardien de but. Puis on dit souvent qu'un gardien de but, c'est une bébête différente. Tout est différent. C'est ça le terme. Vous êtes une bébête différente. Est-ce que tu avais certaines superstitions particulières ou est-ce que tu avais une routine qui sortait justement de l'ordinaire dans le temps que tu étais gardien de but? Ouais. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que tu n'as pas le choix de l'être si tu veux être dans l'élite, honnêtement. Là. Puis, tu sais, j'ai lu des biographies sur certains gardiens de but, puis on est tous pareils dans le sens qu'on a tous besoin d'être différent de la normalité un peu pour exceller. Puis, en gros, là, pour faire... il y avait deux versions de Cédric. Il y avait la journée qui gaulait, puis la journée qui était backup où il gaulait pas. Puis je te dirais que la journée qui gaulait, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon... Puis j'ai essayé toutes sortes de formules. Là. Maintenant, là, au travers de 1000 matchs là, juniors et tout, on essaye tout. Mais la version qui me permettait d'être à mon top niveau, j'étais dans ma bulle, je faisais mes affaires, ma routine, je sortais, je gardais essayer la même recette à chaque... Puis, c'est un peu comme un joueur de golf, tu vas faire le même coup tout le temps, mais il faut juste que tu répètes la même recette pour être le plus constant. Puis c'était une des choses qu'il me reprochait. Il dit, tu dois être plus constant, mais pour être plus constant, il faut aller chercher ces éléments-là de constance. Fait qu'en gros, pour répondre à ta question, c'est que j'étais un gars normal. Les gars me disaient, j'étais un gars normal comme un joueur, sauf quand la journée d'une game. Fait qu'en gros, c'était ça. Puis quand je gaulais pas, les gars, ils me voyaient. Puis, tu sais, ça arrivait aussi dans un match, j'embarquais. Fait que là, j'étais un gars normal, mais quand mettons, l'autre gardien de but, il arrivait de quoi, blessure, ou le match ne déroulait pas, mais là, je tombais dans le mode game. Puis, c'est ce qui m'a permis d'aller chercher, tu sais, quand je vous parlais du départ, là, de sortir ton meilleur de toi-même dans une finale, dans un match important, mais je l'ai connu jeune, j'essaie de le reproduire, c'est quoi la recette pour être à mon top, là. Donc, c'est ça. Puis moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Yes. Dans le hockey et dans la vie de tous les jours, il y a de grands leaders, mais il y a aussi des leaders négatifs. Là, on n'est pas ici pour dropper des noms. C'est pas ça que je veux faire, mais
As-tu côtoyé des gens de tas de marde que tu dis, hey, ce gars-là, il faut qu'il sorte du vestiaire, tu peux pas gagner avec ça n'a pas de bon sens. T'as-tu rencontré des joueurs de même? Je te dirais que une chambre de hockey, c'est un peu comme la société. Tu vas avoir toutes sortes de monde. Je te dirais que tu en as de toutes les sortes. La seule chose, c'est qu'il y a un filtre. Rendu à un certain niveau, tu peux pas réussir si t'es un trou de cul. Là. Tu comprends? Surtout dans comme le hockey, que si on est les trois à jouer ensemble dans la même équipe, les trois, on va être meilleurs si on s'aide. Au hockey, c'est ça. Tu comprends? Un moment donné, si tu te fais filtrer assez vite, tu t'embarques pas dans le mot. Mais oui, j'en ai vu de toutes les sortes, sincèrement. Tu n'as même pas besoin de nommer de nom. Mais il y en a des plus individualistes. Il y en a. Puis aussi, j'ai eu des coachs de toutes sortes aussi. Puis je veux pas. C'est pas de pointer personne, mais j'en ai vu qui étaient comme plus militaires. Il y en a d'autres qui étaient laissés aller. Il y en a d'autres qui. Même chose pour les joueurs. Radulov et Crosby, c'était deux leaders, mais différents. Mais chaque personne. Mais honnêtement, j'essaie d'apprendre de chaque individu. C'est ce qui m'a permis de grandir aussi. Puis j'aimais votre intro tantôt. Et on n'a pas la solution ou la vérité infuse, là. Mais tout le monde a amené quelque chose, mais dans une chambre de hockey, il y a des joueurs qui avaient besoin de plus d'attention. Il y en avait d'autres qui aimaient ça parler en arrière du dos. Après ça, il y en avait qui chiolaient. Même si tu gagnais 4 matchs, ils chiolaient. Il y en a d'autres qui perdaient 4 matchs, mais ils n'avaient pas fait de points, ou ils avaient fait des points, ils étaient heureux. Il y a un coach qui me l'a déjà callé parce que si notre goaler backup ne dormait pas sur le banc, on aurait gagné la game de hockey. Et il voulait me passer un message, mais j'étais sur le banc puis j'attendais ma chance pour goaler. J'entends. Comme je te dis, il y en a eu plusieurs de ça. Puis, l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on voit à télé. Des fois, ça se passe pas tout à fait comment ça se passe dans la chambre. Mais c'est un parallèle à la vie de tous les jours. Mais l'affaire, c'est honnêtement, avec du recul, j'ai plus vu des bons leaders qui m'ont aidé. J'ai mis plus l'accent sur eux que sur les personnes qui tiraient par en bas. Puis je pense que dans la vie, c'est ça que tu dois faire. Puis il va toujours y avoir des haters, il va y avoir toujours du monde qui vont descendre, mais je pense que tu dois filtrer ça pour avancer. Là. Puis je pense que vous le faites dans votre podcast. Puis c'est un peu ça la recette en tout cas, ma recette pour réussir, ça a été ça. C'est une belle Écoute, recette. Ben oui, certainement. Ça frôle beaucoup. Ben, ça rejoint beaucoup nos valeurs, en fait, là. Cédric, c'est un copier-coller, littéralement. Puis moi, tu sais, Jeff parlait de questions qui brûlent les lèvres. Moi aussi, j'en ai une. Puis honnêtement, tu as été échangé pas une, 2 fois par le Canadien de Montréal dans ta carrière. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? As-tu des fun facts? Comment tu as réagi face à ça? Tu sais, la première fois, t'es comme, OK, genre, tu t'es changé. Puis après ça, t'es retourné après ton séjour avec le Lightning. Comment ça s'est passé, tout ça? Deux scénarios différents. J'ai pas été changé souvent. Là. C'est probablement les 2 fois dans ma carrière pro. Puis la première fois, je venais d'avoir une saison quasiment d'un top de la Ligue américaine. J'avais eu une saison, c'était l'année recrue de Piquet-Souban. Puis on avait été au match des étoiles. J'avais une super belle année. Mais quand tu as Price puis Halak en avant de toi, j'ai un énorme respect pour ces 2 gardiens de but-là, mais tu sais, forcé d'admettre que je tombais 3e, puis ça a été difficile. Puis j'ai énormément de respect, c'est Julien Brisebois, qui fait confiance il était l'assistant à Hamilton quand j'étais là, c'est lui le directeur gérant à Hamilton. Puis c'est un homme qui donnait la chance à des Québécois et donnait la chance à des joueurs qui ont eu confiance aussi auparavant, puis on l'a vu. Puis c'est probablement cet homme-là qui était venu me chercher 2 fois. J'ai jamais rien demandé, mais il m'a donné cette chance-là. La première fois avec Guy Boucher comme coach et la deuxième fois, c'est avec John Cooper. La deuxième fois, c'était l'année du lockout, je crois. Ouais. Puis quand j'étais à Hamilton, je m'étais échangé à la Saint-Valentin. Donc, j'arrive à l'arena, on m'en va chercher des fleurs le matin, je ressors, pas de pratique, je retourne à la maison, hey, ciao, bye, je m'en vais. 4-5 heures plus tard, j'étais à Syracuse pour aller à la pratique le lendemain, je laisse toute la famille,
carrément pas de char au milieu d'Hamilton. Alors, ça a été des choses difficiles, là, mais familial, là, c'était plus difficile à vivre. Mais pour moi, je suis passé de la pire équipe à l'équipe qui a perdu en finale la Coupe Calder cette année-là. Donc, ça avait été bénéfique. Puis, même chose, ma première année, j'ai eu la chance de jouer l'anglais. Ça a été positif dans les deux cas. Honnêtement, c'est d'avoir quelqu'un qui te fait confiance. Je pense que c'est ça la différence. Et tu as été coaché par John Cooper et Guy Boucher? Oui. Lequel tu prends? Et c'est deux leaders. L'affaire, c'est que Guy Boucher me connaissait tellement, il était capable d'avoir le meilleur de moi-même. Puis il y a eu un clash, là. Guy Boucher est plus un type psychologique, intense. Puis John Cooper, c'est un vendeur. C'est un type qui c'est une question qu'il me fait poser régulièrement. Quand il est arrivé, j'étais là, hey, il y a une nouvelle approche. Mais partout ce qui est allé, il a gagné, John Cooper. Même chose pour Guy Boucher, il a été capable de pousser à la limite les joueurs. Mais John Cooper, c'est plus un type vendeur. Il va donner. Il s'est ajusté à la Ligue nationale. Dans la Ligue américaine, c'était le meilleur chum des boys. Il venait prendre une bière avec nous autres. Dans la Ligue nationale, il s'est ajusté. Tu peux pas faire ça. Puis il était capable. Quand je dis vendeur, il était capable de dire, hey, t'en as eu une pourrite hier. Puis il va te le dire en avant de tout le monde, mais il va être capable de le dire d'une manière que tu vas comprendre le message. Puis il sait que tu vas être capable de t'ajuster par la suite. Puis il était capable de mettre ses leaders, puis son côté communication est phénoménal. Regardez les 4 nations, là, tous les messages, tous les mots qu'il utilise dans ses conférences de presse, ils sont justes tout le temps. Puis il le faisait dans la chambre de hockey. Et il était capable de le faire. Tu as 20 PME à gérer, puis lui, il était capable de le faire. C'est un peu ça là, de la Ligue nationale. C'est next level, c'est une nouvelle génération. Puis il était capable. C'est un homme brillant. Puis en passant, Guy Boucher était vraiment aussi un homme brillant. C'est probablement une des personnes les plus brillantes que j'ai connues. C'est des passionnés de hockey qui ont bûché dur en passant. Les deux ont mis. Je pense que Guy Boucher étudiait à McGill, il a lâché toute l'école, tout son savoir qu'il pouvait avoir au niveau scolaire. Puis John Cooper, c'est un avocat qui a tout laissé pour la passion du sport. Mais ils sont allés chercher un background qui les a permis de grandir aussi. Puis c'est une des raisons que je suis retourné à l'école, moi aussi. J'ai dit, tu as besoin d'aller chercher des outils pour grandir, Puis, tu sais, ces deux personnes-là l'ont fait. Donc, c'est des leaders qui ont beaucoup d'outils puis beaucoup de charisme là, à leur manière. Là. En gros, c'est complètement opposé. Il y a eu un clash là, au départ. Puis, j'imagine. Ouais, puis, mais tout le monde. Mais tu sais, au final, tu as Julien Brisebois, mais tu as John Cooper qui va aller chercher ces deux personnes qui se complètent. Il y en a un qui est plus cartésien, un va être plus vendeur. Puis avec Steve Eisenman qui était dans le décor dans ces années-là. Leur réussite n'est pas banale à Tampa Bay. Puis je dirais beaucoup de leurs exemples. Demain, je me partirais une business. On partirait une business les trois ensemble. Là. C'est sûr que j'amènerais à la table des choses qui ont été mises en place dans l'organisation de Tampa Bay. Ils ont mis 300 000 pour rénover le gym à Syracuse parce qu'ils disaient, si je veux avoir des bons joueurs à Syracuse qui se développent, j'ai besoin que ces gars-là aient du plaisir d'aller à l'arena puis qu'ils sont capables de jouer au dehors, dans le gym, faire du vidéo. T'sais. Mais c'est des détails qui font la différence. T'sais. Puis c'est un peu ça, cette organisation-là. Puis Montréal fait la même chose avec leur gang aussi. Puis j'ai été choyé honnêtement, là, que ce soit dans le junior, dans le professionnel, j'ai vraiment tombé dans des bonnes organisations pour vrai, là, où il y a eu beaucoup de leaders là, qui ont émergé de ça aussi. Wow, écoute, c'est vraiment. Kev, je ne sais pas si c'est une autre question, mais là, vu que le temps roule, on va être obligé de raccrocher, mais je te laisse y aller avec ta petite question.
Une dernière, en fait, si tu avais un message à passer là, pour, mettons, les gens qui nous écoutent, que ce soit dans la vie en général, dans le hockey, peu importe c'est quoi leur passion ou quoi que ce soit, ce serait quoi ton message que tu aurais à divulguer? Mettons un message qui revient là, dans ta vie de tous les jours, mettons. Je te dirais que, tu sais, un message qui revient là, souvent, là, que je vais donner, tu sais, mettons, c'est mon message de coach que je fais au début de l'année. C'est dans la vie, dans n'importe quoi que tu entreprends, tu établis un plan. À chaque jour, tu te lèves pour être meilleur, de t'améliorer à chaque jour, puis de suivre ton plan. Ça se peut, honnêtement, ça se peut que ton plan, après 2 jours, tu le déchires, puis tu recommences à un nouveau. Mais tu sais, vis à 100% qu'est-ce que tu sais, que ce soit une saison, une business, n'importe quoi, vis-le à 100%. Puis donne-y tout ton âme. Puis la journée que ça va moins bien, que tu as le goût de tout lâcher, mais des fois, moi, ça a été ça souvent, t'es à 2 cheveux de réussir. Puis, tu sais, toujours. Puis j'ai un des coachs avec qui je coachais cette année qui m'a donné comme lui, en tant que marin, il y a des hauts et des bas, mais garde le cap. En gros, garde le cap, puis ça vaut chaque instant, sincèrement. Là, c'est le message que je donne aux jeunes, c'est le message que je donne à mes collègues de travail aussi. Puis honnêtement, moi, ça a été ça qui m'a gardé dans l'adversité, fonce, puis gaz au bout tout le temps. Puis prends soin de tes proches aussi. Puis je pense que on est une équipe là-dedans, tes proches font partie de ton équipe. Puis je pense d'en être reconnaissant. Puis merci à vous autres. Là, je pense que le message que je vous donne là, je pense que c'est un message que vous donnez aussi au travers de vos podcasts. Puis je pense que tout le monde, on peut s'entraider là-dedans, puis de devenir meilleur. Puis regarde, peu importe qu'est-ce que le président des États-Unis va nous mettre d'en face, mais on va avancer quand même. Puis c'est ça la vie. Puis je pense que c'est de même qu'on essaie d'aborder le plus possible. Amen to that. Ouais, exactement. Hey, Ced, merci beaucoup. J'ai eu du fun en tabarnak que tu sois venu avec nous. Là, puis on va peut-être reprendre ça parce qu'on a eu beaucoup de matériel vraiment cool. Merci d'avoir pris le temps. Yes, hey, merci à vous autres. C'est toujours un plaisir. Puis, vous êtes des passionnés. Continuez de voir de bon travail. Yes. Merci, Cédric. Merci. Je te souhaite une belle journée. Salut Kev, salut Jeff. Salut. Merci. Kevin? On fait du certifié meneur. Pas le choix. Certifié meneur, Cédric Desjardins. Ah, 100%. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, petit clin d'œil aux Canadiens et au Lightning. Pour Cédric, justement. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est ça. T'es pas mal gentil, Kev. Fait que le Chris de vrai, c'était Cédric Desjardins, vraiment content. Un ancien de l'organisation du Lightning de Tampa Bay et des Canadiens de Montréal. Yes, mais là, faut continuer, Jeff. On n'a pas le choix. Faut continuer parce que le choix n'est pas fini. Fac. Puis mettons Phoenix 360. Écoute, j'ai besoin de remercier Vicky Gérard et sa collègue, sa partenaire de travail, dis-je, Erika Lelièvre, parce qu'ils font un boulot colossal avec l'entreprise qu'elles ont lancée. Eux, ils accompagnent des athlètes à les rendre meilleurs. Parce que Vicky, dans son langage, pourquoi je parle d'elle aujourd'hui avant de poursuivre, c'est que je l'ai rencontrée avec ma blonde virtuellement pour un programme pour qu'on puisse stepper up notre game au niveau de la forme physique, au niveau de l'alimentation, ces choses-là. Puis j'aime beaucoup le discours parce qu'elle, elle va prendre quelqu'un comme moi, puis elle va transformer ou, comment je pourrais dire ça? J'étais un athlète jadis quand je courais. Là, je suis rendu un gars qui est en overpoids. Ben, elle va m'appeler un athlète quand même. Elle va tout appeler ses clients des athlètes. J'aime beaucoup ce type de langage-là. Puis, on a discuté avec elle, puis son discours est incroyable et fabuleux parce que c'est pas la même affaire que les autres coachs, la façon qu'elle procède. La façon qu'ils te prennent sous la main, là, ça me rejoint. Ça me rejoint beaucoup parce que ils ne focalisent pas sur le nombre de poids que tu vas perdre, ils vont focaliser sur les objectifs sportifs par jour ou alimentaires par jour. Tu sais. Ça va être là-dessus qu'ils vont focaliser. C'est bien mieux de focaliser là-dessus que sur ta perte de poids. Et tu ne commences pas à faire plein de régimes et tout ça. Là, tu sais. Elle va t'apprendre à comment manger, mais elle ne t'empêchera pas de manger ce que tu aimes non plus. Fait que j'aime beaucoup l'approche. Puis tu sais, Vicky, c'est une jeune femme de 28-29 ans qui a un upside incroyable, Kev. Là. Je jasais avec hier, qui était mercredi. On tape, on est jeudi midi en passant.
Puis j'en revenais pas comment que son dialogue est incroyable. Puis elle connaît sa matière, elle sait où elle s'en va. C'est une bonne vendeuse, c'est une bonne coach. J'ai vraiment apprécié ça. Puis Phoenix 360, c'est incroyable comme entreprise. Celles et ceux qui ne connaissent pas Phoenix 360, je vous suggère de les suivre, puis peut-être d'adhérer à leur mindset parce que c'est extraordinaire. Ça nous amène à être la meilleure version de nous-mêmes. C'est un clin d'œil que je voulais faire aux filles, Kev, aujourd'hui. Oui, puis Vicky est venue au meneur quelques shows au préalable. Fait que c'est pour ceux qui ont raté l'entrevue, je pense que c'est une chance en or d'apprendre à la connaître et apprendre à connaître son organisation, elle et Erika, parce que honnêtement, c'était toute une entrevue, puis elle pourrait vous apporter beaucoup au quotidien. Exactement. Puis mettons 3 Days Grace. Ah, mais je suis content. J'étais content d'en parler aujourd'hui parce que là, aujourd'hui, on est, comme on l'a dit, on est jeudi midi. Mercredi soir, j'ai été amené à aller à un show, de Disturbed en accompagnement avec le 3 Days Grace et Seven Dust, qui étaient les deux shows qui accompagnaient Disturbed. C'est sûr que Disturbed, je les aime beaucoup, mais moi, principalement, j'allais là pour 3 Days Grace. Finalement, j'ai passé par toutes les gammes d'émotions, man. 3 Days Grace, c'est mon enfance. J'écoutais quasiment juste ça avec du Linkin Park, bien évidemment. Puis un peu d'Hollywood Undead, un petit peu de plusieurs choses, mais 3 Days Grace, c'est le groupe qui revenait le plus souvent. Tu sais, dans mon adolescence, début vingtaine, c'était pas mal mon band, mais le chanteur principal, Adam Gontier, avait quitté en 2012 pour des raisons personnelles. Tu sais, honnêtement, ça allait pas bien, ses affaires, puis tout ça. Fait qu'il a quitté, il a été remplacé par Matt Walsh, l'ancien chanteur de My Dark Isley. Puis, honnêtement, il a fait une solide besogne, tu sais, Matt Walsh en remplacement d'Adam Gontier, mais c'était pas Adam Gontier, honnêtement. Puis hier... Non. Exactement, c'était loin, là, c'était différent, c'était très différent. Mais là, Adam Gontier, quelques mois, il a annoncé son retour au sein du groupe de 3 Days Grace. Puis là, il forme un duo avec Matt Walsh. Les deux, ils chantent en harmonie. Honnêtement, les deux, c'est parce que le show était au Centre Bell, les deux ont animé la foule, les deux, ils ont vraiment une belle dynamique. Tu sais, t'as Matt Walsh qui scream, t'as Adam Gontier qui amène sa puissance vocale aussi, là, à sa façon. Honnêtement, c'était merveilleux à voir, Jeff. Les deux se partageaient la job. Ils chantaient de tous les albums. Personnellement, on en parlait avant de rentrer en ondes. L'album One X est un incontournable de 3 Days Grace. Pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui connaissent pas 3 Days Grace, allez voir cet album-là, One X. Vous serez pas déçus pour les amateurs de punk rock. C'est un délice vocal, pas vocal, un délice, Chris, auditif. Parce que toi, tu dis souvent dans tes textes, canaux auditifs, là. Fait que je savais que tu allais trouver le mot aussi. Mais 3 Days Grace, c'est dans mon top 3 des meilleurs bands ever. Sérieusement, ils m'ont donné des frissons. J'en ai eu tout le long de leur performance. Ils ont performé à peu près 45 minutes, 1 heure. Là. C'était sensationnel. Puis ils reviennent justement au Québec cet été. Puis tu peux être sûr, mon Jeff, que je vais y retourner. C'est certain. J'en ai pas eu assez. Si j'aime ça entendre ça quand on parle de musique, parce que c'est l'une de mes grandes passions dans la vie, et toi également. Ouais. Je veux faire juste avant qu'on s'en aille à la claque sur la gueule, tu as parlé d'Hollywood Undead, là. Ouais. Quand je courais, puis j'ai été coureur pendant plusieurs années, puis j'ai fait des marathons, puis des trails dans les bois, du cross-country dans les bois, puis tout. Puis je te le dis, le meilleur band pour courir puis se donner à fond, c'est Hollywood Undead, et le deuxième, c'est Rise Against. Quand là, que ça me motivait. Bref, ceci étant dit, la claque sur la gueule. Aïe, aïe. Ça a fessé. Là, attachez vos... ça a fessé. C'est un beau parallèle parce que là, la claque sur la gueule, les amis, c'est l'ancien combattant du UFC et commentateur à TVA Sport. J'ai nommé Patrick Côté, va être avec nous la semaine prochaine. Et c'est un nouveau comédien aussi. Il joue dans la série Indéfendable, de ce que j'ai vu dernièrement. Ouais, exact. Patrick Côté va être avec nous autres la semaine prochaine pour jaser de son cheminement, qui est un très grand leader. L'ancien participant de Big Brother Célébrité, aussi saison 4, parce que moi, je regarde ça. Peut-être pas toi, mais ça m'excite particulièrement de lui jaser, Jeff. Fait que on vous annonce ça en primeur. Soyez à l'affût des dernières nouvelles parce qu'on va l'annoncer prochainement pour ceux qui
seront intéressés à l'entrevue. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 21, l'épisode Kevin Garnett, les meneurs. On aime ça, Anesti. Merci, Kev, je t'aime d'amour. Merci au public, aux auditeurs, aux abonnés. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Merci de nous donner du love, Facebook, Instagram, TikTok. Honnêtement, on aime ça recevoir de l'amour. Jeff, fait continue de nous en donner. On carbure à ça, c'ti. Mais, hein. Ah, OK. Ah, Ah, ben, c'était pas mal ça. C'est la fin du show. ah! Ben, je voulais faire un blooper. Honnêtement, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Hey, Kev, merci beaucoup. Peace à tout le monde.